Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. En plus, on va parler d'un truc pas très connu, ça s'appelle Kubernetes. Je pense que vous n'en avez pas entendu parler pour l'instant, donc c'est plutôt sympa. Et pour ce DevFest, Lille, il fallait que je trouve un sujet autour de Kubernetes qui touche évidemment conférence de développeurs, donc qui touche le plus de développeurs possible. Donc je me suis dit, bah Seb, si tu parles Kubernetes, il va y avoir du YAML, les mecs ils vont te jeter des tomates, en plus tu pars à 11 h, donc bon, t'es sûr qu'à midi les mecs ils partent manger, donc il va falloir vraiment trouver autre chose pour vous captiver pendant une petite heure. Et je me suis dit, région lilloise, on n'est pas loin du Pas-de-Calais, quoi de mieux qu'une bonne session tuning pour capter l'attention, quoi. Donc en fait, j'espère qu'il n'y a personne du Pas-de-Calais d'ailleurs, bon, bref, tant pis. Donc on va parler Kubernetes et on va surtout voir comment on peut booster sa productivité en installant quelques petits outils sympathiques sur son laptop, voilà, pour travailler au quotidien. Je m'appelle Sébastien Nailou, je travaille chez Zenica, je suis consultant formateur. Et comme un peu toutes les sociétés du Nord-Pas-de-Calais, Zenica recrute. Donc n'hésitez pas à passer à notre stand. En plus, il y a une bombe en Arduino qui déchire, donc faites-vous plaisir. Kubernetes. Alors, qui dans la salle à peu près à main levée a déjà joué avec Kubernetes? Ah bah ça fait plaisir. Qui en fait en production? Ok. Et qui kiffe le YAML? Ah, donc il y a une dizaine de DevOps. Ok. Donc ça c'est cool. Je sais pas pour vous, mais moi la première fois que j'ai joué avec Kubernetes, ça ressemblait plutôt à ça. Ok. Donc bon, il y avait Rancher 1. Rancher 1, ça marchait super bien. C'était très facile, ça marchait très bien. Puis à un moment donné, ils se sont dit, eh, les mecs, on va quand même faire un truc un peu plus compliqué parce que là, tout le monde est en train de faire du conteneur et c'est pas très bon, quoi. Donc il y a 2 ans, voilà, on se lance dans l'aventure Kubernetes. On prend à peu près 15 jours pour installer son premier cluster. Et encore 15 jours, je pense que je suis gentil. Et après, on reprend encore 10 jours derrière pour démarrer sa première application avec un volume. Et même encore aujourd'hui, parfois, ça prend même plus que 10 jours. L'idée de ce talk, c'est donc de vous montrer que on est en 2019, ça a pas mal changé, il y a énormément de projets open source qui ont vu le jour, et évidemment il y a une communauté qui est juste gigantesque autour de Kubernetes. Donc l'idée c'est, voilà, je vous ai sélectionné une petite dizaine de projets. Je suis pas là pour dire celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, voilà, je suis là pour dire ok, si vous avez telle problématique, vous avez tel outil qui pourra vous sortir de la panade. Et j'espère que à midi quand vous allez sortir, ou plutôt lundi quand vous allez retourner travailler, vous allez avoir autant de swag que lui. Au passage, s'il y a des gens qui ont moins de 25 ans, c'est lui le vrai MacGyver, hein. C'est pas le mec qui passe à la 6 le samedi soir, quoi. Bon, on est parti. Donc je l'ai dit, hein, Nord-Pas-de-Calais oblige. Quand on découvre un nouvel outil comme Kubernetes, c'est quoi la première chose qu'on va faire après évidemment avoir installé son cluster? C'est de pimper son terminal. On va mettre de la couleur, on va mettre des plugins, on va mettre des alias, on va mettre de l'autocomplétion. Voilà, on va faire vraiment plein de trucs pour optimiser sa productivité. Voilà, alors donc au MyZDSH, vous avez un plugin Kubernetes qui fonctionne très très bien, qui va vous faire de l'autocomplétion, qui va vous faire vraiment plein de trucs, des alias, etc. Si vous n'utilisez pas au MyZDSH, voilà, vous avez un mec qui a regroupé tous les alias dans un repo guide. Donc voilà, bon, l'autocomplétion et Crew qui est le plugin manager de Kubernetes. Ça c'est vraiment la base. Premier truc que vous faites, vous allez sur ces 4 repos qui sont là, vous installez tout ce qui va bien et déjà vous allez pouvoir commencer à travailler efficacement. Ensuite, on va continuer un peu le petit tuning et on va mettre plein de trucs qui sont bien dans son PS1. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous switchez sur plusieurs clusters ou même sur plusieurs namespaces, c'est toujours intéressant de savoir où on est parce que nativement, sinon vous avez un terminal assez pauvre en information. Vous ne savez pas sur quel cluster vous allez agir, vous ne savez pas dans quel namespace vous êtes. Donc voilà, premier truc à faire, on custom son PS1 comme ça, on sait toujours à quel endroit on est, sur quel cluster, est-ce que je suis en prod, est-ce que je suis en pré-prod, est-ce que je suis je sais pas où, en local. Ça vous évitera de supprimer des namespaces sans faire exprès sur la production. Dans la continuité de ça, donc classique, hein, kubectl, pour ceux qui font déjà du Kubernetes, c'est plutôt connu, hein, kubectx, kubenes qui vont vous permettre de switcher cluster très facilement, switcher de namespace très facilement, parce que quand vous passez votre journée à faire du Kubernetes, l'option "-n" pour spécifier le namespace, vous en avez vraiment ras-le-bol. Donc je vous conseille très fortement d'installer ça. Au moins là, vous faites un petit kubenes, ça va vous lister les namespaces, vous faites kubenes, vous mettez le nom, ça va switcher, vous mettez kubenes-, ça va revenir sur le précédent, etc. etc. Donc c'est des outils c'est très simple, hein. Ça peut se faire en commande kubectl classique, mais voilà, c'est des petits scripts qui ont été faits, qui sont ultra efficaces, et je pense que c'est la commande que je dois taper le plus après kubectl. Donc ça c'est cool, c'est un peu connu, donc c'est pas avec ça que vous allez rayonner lundi au bureau. Par contre, si vous installez ça,
Là, je peux vous assurer que vous allez faire fureur. Donc pour les gens qui aiment pas trop, qui ont un peu de mal à retenir les commandes kubectl getPod, kubectl create, kubectl run, ou alors kubectl exec -ti, le nom du conteneur, nanana. Voilà, bon, c'est pas toujours top et surtout c'est pas votre valeur ajoutée de connaître les commandes kubectl par cœur. Donc là en fait vous avez un truc qui s'appelle K9S qui est une UI dans un terminal. Donc ça avec ça, je vous assure, vous passez dans NCIS le samedi soir. Et vous allez avoir l'ensemble de vos namespaces, vous allez avoir l'ensemble des pods dans les namespaces, vous allez pouvoir rentrer dans les pods, voir un peu les conteneurs qui tournent, vous allez pouvoir exécuter des terminaux, suivre les logs, switcher namespace, etc., etc. Perso, je m'en sers pas, mais c'est quand même un outil qui est vachement intéressant quand vous avez du mal à retenir les commandes à rallonge de Kubernetes. Et le petit dernier, et après vous êtes à peu près tranquille avec la commande kubectl, c'est kubectl. Kubectl, alors j'adore la description parce que sur le repo Git, ça s'appelle kubectl sous stéroïde. Je trouve ça plutôt marrant. Je vois énormément de gens qui s'amusent à copier-coller le nom des pods. Voilà, vous voulez lire des logs, et vous faites un getPod, puis vous copiez-coller le nom du pod, vous faites un kubectl logs, et vous le collez. Enfin, en gros, vous passez votre temps à faire du copier-coller. En fait, là, vous allez avoir du support de regex. Donc c'est super pratique si vous voulez faire, je sais pas moi, un delete pod, vous voulez virer tous les réplicas d'Nginx, voilà, vous faites un kubectl delete Nginx pour 100%, et lui il va vous shooter tous les pods Nginx, qui matchent avec la regex. Donc ça c'est super sympa, ça évite de faire du copier-coller à longueur de journée. Bon on est pas mal. Ah c'est ma partie préférée parce que c'est là où on va faire du YAML. Donc, alors dans la salle, qui connaît toutes les options du déploiement, par exemple de la ressource de type déploiement? Il y en a un. Ah, tu pourras venir chercher ton t-shirt sur ton Zenic. Je vous rassure, ça sert à rien. Hein. Bon alors Christophe il kiffe parce que il est un peu fanatique, mais en fait ça sert strictement à rien. Il y a une commande native que très peu de gens utilisent et c'est vrai qu'en formation, voilà, les gens ils sont toujours en galère en train de regarder sur internet quelle structure du YAML il faut que je lui file. Enfin, en fait vous avez une commande explain qui vous permet d'avoir de la documentation en ligne, donc vous faites un kubectl explain ici PSP spec SE Linux, et en fait il va aller descendre dans les structures des ressources pour vous dire tel champ il est de tel type, c'est un objet, c'est une string, c'est un tableau, il sert à ça, etc., etc. Donc la commande explain qui est une commande native et qui est vraiment importante et que je vous recommande très fortement. Dans le même genre, le dry run, parce que évidemment, quand vous devez partir from scratch sur un deployment ou peu importe la ressource d'ailleurs, c'est pas toujours évident, l'indentation c'est compliqué en YAML. Donc ça peut être cool si on a des trucs qui vont nous générer le code à la place. Évidemment, si vous avez du VS Code, vous avez énormément de plugins qui vont vous le faire. Mais si vous êtes, comme moi, plutôt type sysadmin, vous avez un terminal et il va falloir s'adapter. En fait, il y a une commande dry run qui est native dans Kubernetes et en fait, vous prenez n'importe quelle commande kubectl run. Et en fait, vous rajoutez l'option moins dry run, moins YAML. Et en fait, ça va vous générer une structure à vide de vos déploiements. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous avez une base qui est solide. Et vous avez toujours, pour l'instant, j'ai tapé 0 ligne de YAML. On va voir dans la démo de tout à l'heure. Je vais taper 0 ligne de YAML et pourtant, je vais pouvoir déployer des applications. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, il va falloir que je vérifie si ce que j'ai fait, finalement, c'est qualitatif. Ok, j'ai du YAML. Mais je sais pas si ça répond aux contraintes de sécurité, aux contraintes de production, etc., etc. Donc là, il y a deux utilitaires que je vais vous montrer que j'apprécie particulièrement. C'est que le premier, c'est kubescore. Kubescore, il est super simple. Vous lui donnez des YAML, enfin un ou des YAML d'ailleurs. Et lui, il va vous dire, ok, ça, ce que t'as fait, c'est bien, et puis ça, franchement, c'est pas terrible quand même. Donc là, typiquement, dans l'exemple, tu me donnes un pod, tu me donnes un deployment. Ah, t'es gentil, mais déjà tu utilises pas de tag, donc ça utilise les tests. Alors on a la petite documentation qui va dire ok c'est pas bien d'utiliser les tests, etc. Tu m'as donné un déploiement, t'as pas de network policy, donc ce serait bien de mettre des network policy. Tu m'as donné des probes, là t'as même pas de probes, ouais, c'est carton rouge. Voilà, donc comme ça, on va pouvoir vérifier que ce qu'on a produit finalement, c'est plutôt du YAML de qualité, et quand je vais le passer à mon ops, ou alors quand je vais le déployer par moi-même, voilà, je m'assure que j'ai un truc qui va tenir la route, un minimum. Le deuxième outil que j'ai découvert récemment, la KubeCon, là, il y a pas longtemps, c'est kubesec. KubeSec, c'est encore un cran au-dessus de kubescore. Là, on est vraiment axé sur la sécurité, là. Donc KubeSec, ce que j'aime bien, c'est que il est packagé sous plusieurs formes. On peut l'avoir sous forme de plugin kubectl, on peut l'avoir sous forme d'API REST, et surtout on peut l'avoir sous la forme d'un admission webhook, d'un admission controller. Donc ce qui est cool, c'est quand vous faites tourner kubesec dans un cluster, lui, il va analyser l'objet, le YAML que vous allez lui donner. Donc là, dans la démo, ça va être un pod. Et il va vous mettre un score. Et vous pourrez dire sur l'admission controller, ok, si tu n'as pas un score de minima 30 par exemple, c'est tout, je te bloque ton déploiement.
Donc ça vous permet vraiment de faire un peu je sais pas si ça se dit en français d'enforcement, non ça doit vraiment pas se dire. Ça permet vraiment d'avoir un niveau de sécurité qui est assez élevé. Typiquement, il va très loin, typiquement il va vous dire, bah ouais, là ok tu lances ton conteneur avec un UID qui est pas forcément terrible, donc tu devrais plutôt utiliser un truc inférieur à 10 000, ou alors voilà, là il va me dire ok tu devrais plutôt mettre un service account dédié pour ton application plutôt qu'utiliser le truc par défaut que tu utilises. Voilà. Il va très loin, voilà, juste au-dessus on voit les limites, enfin il va très très loin. Et pour les gens qui font, bah voilà, surtout pour les clusters de production en local, ça fait pas forcément sens, mais quoique plus on le voit tôt et plus on peut corriger vite. Mais voilà, c'est vraiment un outil que je vous recommande très fortement. Bon, on est content. Alors si je résume, on a un terminal qui est vraiment classe. C'est pas terrible. J'ai pas besoin de faire du YAML pour déployer des ressources, et surtout, je sais que le YAML que je vais produire, il sera potentiellement de bonne qualité. Donc là, on est plutôt content. Qu'est-ce qui me reste? Ben, déployer finalement. Sauf que déployer, je vais pas déployer mes YAML à la main, voilà, je vais essayer de les rendre un peu génériques. Et qu'on le veuille ou non, le package manager aujourd'hui, ça reste Helm. Et donc, vous allez faire des charts Helm, s'ils n'existent pas encore. Le problème avec Helm, c'est que, ok, vous avez un chart, mais si vous devez amener des modifications dessus, comment vous allez vous assurer qu'il est rétrocompatible? Je sais pas, il y a des charts qui sont vraiment compliqués, on peut activer des features, vous prenez le chart d'Istio par exemple, vous pouvez activer Grafana, vous pouvez activer Prometheus, vous pouvez activer plein de trucs, Kiali, etc., etc. Quand vous allez devoir amener, quand vous allez être amené à devoir faire des modifications dessus, qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas cassé le comportement de base de votre chart? Une fois que vous avez fait votre modif, vous allez faire donc la mise à jour sur vos clusters. Et là, le problème, bah, qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas casser votre déploiement? Ok, vous n'allez pas, sans faire exprès, vous supprimez le network policy, allez passer à la trappe, vous l'avez pas vu, paf, terminé, putain réseau. Donc là, il y a deux outils que, perso, j'apprécie, qui sont tirés clairement du monde du développement, hein. C'est les tests unitaires sur les charts Helm. Donc vous allez pouvoir, alors bon, je suis désolé, à mon avis, vous voyez pas grand chose. Je vais faire la démo tout à l'heure. Vous allez pouvoir écrire des tests unitaires justement en disant, bah ok, si tu prends tel fichier values de référence, et que tu l'instancies, donc que tu génères le rendu avec le templating, eh ben, il faut absolument que tel champ dans le YAML, il ait telle valeur, où il existe, où il soit de type liste, où il est autant d'éléments, etc., etc. Donc là en fait c'est vachement sympa, c'est que vous allez pouvoir mettre des tests unitaires sur votre chart Helm très facilement, c'est à la portée d'un sysadmin comme moi, donc franchement je pense que vous n'aurez aucun souci à le faire. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir de la qualité, surtout si vous avez des charts qui commencent à être vraiment génériques. Et le deuxième outil, qui s'appelle donc qui va permettre de faire MDiff, qui va vous permettre de faire donc du coup un diff entre le chart qui a été instancié sur votre cluster et le chart que vous voulez utiliser avec le nouveau fichier values, etc., etc. Donc ça c'est sympa parce que souvent vous arrivez sur un cluster et puis vous devez faire un upgrade. Et là c'est un peu le stress ultime, vous savez pas trop ce qui va se passer, vous savez pas quelles sont les ressources qui vont être modifiées, quels champs dans les YAML, etc. Donc là avec MDiff, voilà, vous avez un espèce de mode dry run qui va vous dire explicitement, ok bah là, dans cet exemple-là sur le chart Postgre, si tu changes la valeur Postgre password, ça va vraiment changer uniquement cette ligne-là. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors on va attaquer la démo. Si le jeu de la démo est avec nous, ça c'est pour après. Je sais pas. Nickel. La démo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'une application composée de deux services que j'ai honteusement pompé. Enfin, vous verrez plus tard à la fin pour le debugger. Donc le premier service c'est un front et le deuxième service c'est une API basique, c'est une calculatrice, peu importe. Donc la première chose qu'on va faire, on va créer un petit namespace dédié. Hop, et on va se mettre dedans. Et là j'ai envie de déployer mon application mais j'ai pas envie de taper YAML. Bon, on l'a vu, on peut faire un dry run. Donc là je vais m'amuser à faire un kubectl run. Hop, on va lui donner le nom de l'image, le nom du réplica, le nom du port, etc. Et on va surtout lui dire moi au YAML, moi au dry run. Et là on va le foutre dans un fichier. Je vais faire le même. Oups. Je vais y arriver. Hop, pour mon deuxième exemple. Et je vais déployer mon application. Une fois que c'est déployé, on va essayer de l'exposer. Donc là, on va tout simplement faire un expose, même combat. Voilà, déploiement. Donc je vais exposer mon déploiement sur port 80, target port 80, en dry run, et je vais créer mes services. Parce que là, normalement, j'ai perdu personne.
Hop. Ok, hop. Ok, mon application elle est déployée. Bon, normalement, si tout se passe bien, j'ai mes endpoints qui fonctionnent correctement. Ok, donc là, j'ai écrit vraiment, j'ai du YAML, hein. Et j'ai écrit, j'ai rien écrit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir essayer de faire du cube score. Cube, je vais y arriver, score, hop. Et là, cube score, bah voilà, il va me dire, bah ouais, le YAML que tu as généré, bon, il est pas si mal que ça. Par contre, bon, il n'y a pas de network policy. Bon, en même temps, c'est pas grave vu que je suis en local, donc j'en ai pas besoin. Par contre, il va me dire, ouais, bon, ok, t'as pas mis de probe. Et les probes, c'est juste indispensable quand on fait du Kubernetes. Donc là, il va falloir corriger ça. Alors, je vais pas vous coder les prods en live, parce que c'est pas très fun. Par contre, on peut s'amuser à regarder un truc, c'est ça. On peut s'amuser à faire un explain. Genre, à un moment, je crois qu'il me dit, normalement... Ouais, tu me dis, oh, attention, ton image pool policy devrait être set à always. Alors, bon, c'est pas de bol, je me souviens plus que c'est image pool policy. Du coup, on peut s'amuser avec un explain de dire, ok, bah, file-moi la doc de ce truc-là. Donc, sur un deployment, tu vas dans le champ spec template, spec container, et tu regardes l'image policy. Et là, il va me dire, alors l'image policy, donc c'est ce qui va me servir à savoir le comportement à avoir en cas de récupération d'image. Et là, il me dit, donc si tu mets rien, c'est des tests. If not present, enfin bref, ou always. Donc voilà, vous voyez, la doc, on peut l'avoir ultra facilement. On n'est pas obligé d'aller voir sur Internet pour avoir la documentation en ligne. Bon, alors, pour aller plus vite, hop, on va faire ça. Je vous ai préparé le chart N qui va bien. Si je le retrouve. Ouais. Et là, donc si je fais un cube score cette fois-ci, donc là je me suis amusé à customiser un peu le chart Helm et je lui ai ajouté des probes et là il me dit ouais ok bon tu feras attention, t'as mis 2 fois la même probe, enfin en tout cas t'as mis tes 2 probes sur le même endpoint. Donc c'est plutôt pas terrible, hein. C'est plutôt intéressant de faire la distinction entre la readiness et la liveness. Ok, alors il se passe quoi si bah, je me dis ok c'est pas grave, je vais changer. Et ici je vais changer le valeur par défaut et puis je vais mettre autre chose. Et là forcément, si je fais mes tests unitaires, bah ça passe plus. Ça passe plus parce qu'il me dit ouais ok dans tes tests unitaires t'as dit que la readiness probe du service 1 elle doit être égale à slash, tu m'as mis slash ping, donc là attention si tu fais un upgrade sur un parc entier qui est configuré par défaut, bah là malheureusement ça va pas très bien se passer. Donc c'est pas grave, on va changer. Hop, on va faire ça. Puis du coup on va faire on va plutôt le faire plutôt le faire c'est pas ça que je veux faire d'ailleurs. Ouais, on va plutôt le faire dans un values DJ. Ok, donc là je me suis mis slash ping et puis bon, au passage j'ai changé l'image parce que le slash ping n'était pas dispo. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est instancier déjà mon template Helm. Donc là classique, hein. Hop, Helm install dans un espèce DJ. Hop, on va aller voir ce que ça donne. Ah, nickel, il y a du réseau. Et donc du coup on va faire un diff upgrade justement pour dire bah, ok qu'est-ce qui va se passer si tu utilises plutôt ton fichier values contrairement au fichier values par défaut. Et là il va me dire donc bah tu feras attention, donc dans tes 2 déploiements, je vois bien que je change l'image et je change ma endpoint. Ok, donc là j'ai vraiment un retour visuel de ce qui va se passer dans mon cluster quand je vais pouvoir l'afficher. Ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre exactement la même commande, j'enlève le diff et mon upgrade il se fait. Donc là voilà, c'est super facile, vous pouvez pas vous tromper. Hop. Et ça fonctionne très bien. Quelle heure il est 40, ça va, j'ai encore un peu de temps. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ce slide. Ok, donc vous voyez, c'est pas dur de déployer dans Kubernetes finalement. Enfin, j'ai pas écrit de YAML, j'ai pris des images qui existent déjà, bon, peu importe. En 3-4 coups de commande, j'ai généré du YAML, je l'ai vérifié. Je me suis pas trompé de namespace, jusque-là tout va bien. Donc j'ai pas cassé ma production, je suis sur le bon cluster, etc., etc. Bon, donc une fois que votre application est déployée, à un moment donné, il va falloir la troubleshooter. Et c'est là où on va attaquer une partie intéressante, c'est que c'est vrai que le troubleshooting dans Kubernetes c'est encore un peu compliqué. Déployer, ça reste, voilà, vous l'avez vu, c'est quand même assez facile. Par contre, quand vous avez un problème sur un microservice, vous avez vite fait d'avoir mal au crâne. Alors, juste petit aparté, il n'était pas possible, enfin, a priori ça a été mergé, donc bon. En tout cas,
Il n'était pas possible de suivre les logs sur plusieurs réplicas, donc quand vous allez faire des autoscalers de vos applications, quand vous voulez suivre les logs de toutes les applications, je vous conseille un petit dernier outil à installer sur votre laptop, c'est Kubetail ou Stern qui font grosso modo la même chose, qui vont vous permettre de suivre un peu les logs de tous les réplicas. Donc vous allez lui donner un nom de, bah voilà, vous faites un Kubetail sur Nginx par exemple, qui est un deployment, et là vous allez avoir les logs en continu sur l'ensemble des réplicas. Ok, donc admettons j'ai un problème, le premier truc à faire, généralement, bah, vos services sont exposés sous forme de cluster IP, donc ils sont pas accessibles, donc bon, il faut passer par un ingress ou tout ce genre de truc. C'est un peu compliqué. Donc la première chose à faire, généralement, c'est ce que vous faites un port forward. Vous faites un port forward, vous rapatriez le port de votre microservice en local, et comme ça vous pouvez tester en local. Et quand vous avez 10 microservices, c'est là où ça devient un peu galère. Vous avez 10 fenêtres de port forward qui traînent à droite à gauche, bon, c'est toujours un peu fun. Donc là, vous installez KubeForward. Et en fait, il va vous forwarder automatiquement tous les services du namespace en local. Et en même temps, il va modifier votre TCOS. Comme ça, si vous faites un... Bah là, je sais pas, il y a quoi comme exemple, mais si vous faites un ping exemple 2, bah, ça va fonctionner en fait. Vous allez avoir les DNS comme si vous étiez à l'intérieur du cluster. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, mais débugger, ça se résume pas juste à faire un curl avec un postman sur un port en local et lire des logs, hein. Il va falloir trouver un truc un peu plus tricky. Je sais pas, par exemple, imaginons pouvoir brancher son debugger directement sur son appli qui tourne dans son cluster. Je sais pas, par exemple. Et le deuxième truc aussi, c'est que, ok, débugger c'est bien, bah, je vais trouver le problème, je vais modifier mon code, et puis je vais tomber dans cette espèce enfin voilà, nous ce qu'on veut c'est du time to market, hein, on veut vraiment aller vite, et je vais tomber sur cette espèce de boucle qui est infinie. Enfin, si vous arrivez à sortir, vous êtes très fort. Mais voilà, vous faites du code, vous le buildez, vous le testez, vous committez. Et puis en fait, il y a encore un bug ou une nouvelle feature. Anyway, vous recommencez, vous refaites la build. Et en fait, cette boucle-là, si vous rajoutez en plus les conteneurs dessus, finalement, vous faites du code, vous faites un Dockerfile, vous buildez votre Dockerfile. Bon, vous le testez ou pas. Vous le pushez dans une registry et vous le déployez. Et en fait, vous faites que ça. Et la valeur ajoutée de ce truc-là, finalement, c'est zéro. Donc il y a deux projets enfin moi perso c'est vraiment des projets que j'adore, qui vont vous permettre justement d'essayer de sortir de cette boucle. Le premier c'est Téléprésence, donc on verra juste après. Donc Téléprésence c'est un outil que j'ai découvert il y a 1 an et demi, qui va vous permettre justement de faire tourner votre appli en local, déployer un conteneur qui fera office de proxy à l'intérieur du cluster et qui va forwarder toutes les requêtes à votre localhost et dans le bidirectionnel, donc du coup quand vous allez répondre ça va fonctionner aussi. Ok, donc bon, on verra tout à l'heure, hein, Téléprésence, vraiment un outil intéressant quand vous développez dans un écosystème de microservices. Je sais pas, vous avez un cluster Kafka, vous avez une API Gateway, vous avez plein de microservices, et là vous devez tout faire tourner en local pour faire votre développement, et là c'est la galère. En fait, avec Téléprésence, vous pouvez juste dire, ok, bah je me mets à la place du service distant sur ma plateforme de développement, je développe en local, comme ça je prends tout le trafic sur mon laptop, et je peux travailler efficacement. Donc c'est la démo qu'on va faire tout à l'heure. Et le deuxième outil que j'adore, donc c'est Squash, qui est fourni par Solo.io, qui va vous permettre de brancher votre debugger local sur une application distante. Donc vous allez avoir votre application qui va tourner dans votre cluster Kubernetes, dans un namespace quelque part, peu importe. Et en fait, vous allez lancer votre... Bon là, je vais le faire avec VS Code. Vous allez charger le code de l'application. Évidemment, il faut que le code matche avec l'application distante. Et lui, automatiquement, il va savoir récupérer les instructions et vous brancher le debugger dessus. Donc là, typiquement, je vais faire la démo avec du Go. Donc je vais lancer un DLV dans mon cluster Kubernetes. En tout cas, Squash, je vais lancer un DLV dans mon cluster Kubernetes. Et en fait, il va filer toutes les instructions à mon VS Code pour que je puisse débugger en local mon application distante. Alors, on va essayer de faire ça. Hop. On va commencer par Squash. Alors, déjà, on va vous présenter la super application, hein. Ça tourne? Ouais, ça tourne. Bon, premier truc à faire, un bon vieux port forward. Hop, pardon. Hop. Alléluia. Une calculatrice. Et comme tout le monde le sait, 1 plus 2, ça fait moins 1. Non? Ah, bon, tant pis, on m'a menti. Syndrome de l'imposteur. Bon, donc qu'est-ce qui se passe là? Donc bon, mon front, ok, ça a l'air de marcher. Par contre, effectivement, l'API, elle me renvoie un mauvais résultat.
Si je lui mets 3, il va m'envoyer -2. Bon, j'ai comme l'impression qu'il se trompe entre une addition et une soustraction. Donc là, tout simplement, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais brancher. Donc, bon, le code, il est là, il est super simple, hein. Je reçois une requête, je prends, voilà, je demande si c'est un add, je prends le premier opérateur, le deuxième, je les additionne, j'ai soustrait. Donc là, on va lancer Squash. Squash, il va me dire OK, ben, donc Squash, il va savoir utiliser mon kubeconfig pour aller voir ce qui se passe dans mon cluster Kubernetes, hein. Il va me dire, bon, bah, t'as tel namespace, alors c'est là où il faut pas que je me trompe. On va prendre celui-là. Il va me dire, t'as 2 pods, donc moi, je vais vouloir aller taper mon API, et donc là, en l'occurrence, je supporte du Go ou du Java. Dans la roadmap, il y a d'autres langages qui vont être ajoutés. C'est super récent, hein, c'est pas très vieux, Squash, donc ça va évoluer assez rapidement. Et là, j'attends. Et si la magie opère, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on va pas faire ça. On va plutôt faire ça. Voilà, il m'a lancé un debugger. Bah, d'ailleurs, voilà, il m'a mis la main. Il a pris la main sur mon IDE. Et donc, je vais pouvoir mettre mes petits breakpoints. Et donc là, si je fais mon calcul, j'ai rien touché, hein. Automatiquement, je vais switcher et je vais pouvoir récupérer les instructions donc, qui sont dans mon cluster distant directement sur mon IDE. Ok, donc là, il me dit, ok, bah, tu m'as bien demandé 1 plus 3, tu fais une addition. Donc là, après, bah, je ne vais pas vous apprendre à débugger, vous savez le faire bien mieux que moi. Et là, je vois qu'il me fait, ah ouais, bah, effectivement, il me fait OP1 moins OP2. Bon, bah, forcément, ça marche pas. Ok, donc c'est super sympa. Alors, bon, pour l'instant, ouais, c'est encore en cours de développement. Donc là, typiquement, si vous êtes 50 000 à utiliser votre application, ça va être un peu compliqué. On n'arrive pas encore à isoler les flux, etc. Mais en tout cas, déjà là, pour reproduire un problème sur des plateformes de développement, etc., et brancher son debugger en live, je l'ai fait en vraiment 3 clics, quoi, hein. Vous avez juste qu'à installer Squash via Brew, peu importe. C'est compatible avec toutes les plateformes. Vous installez le plugin VS Code ou IntelliJ qui va bien, et vous avez le même résultat. Ok, donc là, le bug, il est identifié. Donc je suis plutôt content. Alors on va nettoyer tout ça. Hop, on va enlever ça. Ici, on va dire à Squash de nettoyer ce qui va bien, puisque j'en ai plus besoin. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est donc corriger ce bug-là et tester en live sans devoir reconstruire une image, la publier dans une registrie, déclencher un déploiement, etc. etc. Et c'est là que téléprésence intervient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer téléprésence et on va lui dire, tu vas me remplacer le déploiement de exemple 2 par mon laptop, et donc sur le port 8999, qui est le port que je vais utiliser pour mon application. Donc là, il se passe un paquet de trucs, hein. Donc on voit, hop, on voit le petit changement là. C'est plus mon application maintenant. Ah, je vais y arriver. Non, ou pas. Hop. C'est plus mon application, donc c'est téléprésence qui a démarré automatiquement un conteneur qui s'est mis derrière le même service et donc qui va usurper l'identité de mon application pour transférer tout le trafic à mon laptop. Et donc là, je vais lancer mon application. Run. Hop. Donc là, ça tourne en local, hein. Si je prends mon Postman, voilà, localhost, je fais un plus 3, j'ai toujours mon moins 2. Et donc si je corrige cette magnifique erreur, et que je relance mon application, vous l'avez compris. Donc là, évidemment, là ça fonctionne, c'est normal, je suis en local. Mais surtout, si je reprends ma fenêtre que j'ai perdue, celle-là, hop, magie. Ok, donc j'ai... merci, merci. Ok, donc là, vous voyez, très facilement, avant de déclencher des déploiements, lancer des constructions d'images, des trucs qui prennent potentiellement du temps, j'ai pu corriger très rapidement mon application sans attendre 3 heures. Donc déjà, voilà, pour corriger des problèmes, vous avez des hotfix à faire très rapide, il faut livrer très rapidement et efficacement. Bah là, vous pouvez très facilement, si vous arrivez à reproduire le bug sur des environnements isolés, voilà, vous arrivez très facilement à reproduire le truc. Donc là, pareil, un peu comme pour les débuggers, je discutais avec le développeur, dans leur roadmap de téléprésence, typiquement, ce qu'ils ont prévu, c'est typiquement d'aiguiller juste une partie du trafic. Parce que là, si mon laptop il prend tout le trafic de l'application et qu'il y a des gens derrière, ça va pas très bien se passer. Surtout si je coupe mon application en local. Donc là, ils ont prévu avec des systèmes de header, ils vont se baser plus sur Ambassador. Voilà, ils vont vraiment retravailler le truc pour justement réussir à isoler une partie du trafic et dire ok, bah, c'est toi qui troubleshoot. Donc du coup, toi, je t'envoie je t'envoie sur je t'envoie dans le tunnel, quoi, hein. Et le reste, finalement, je le laisse sur l'application distante. Ouais, bah c'est bien, on va aller manger à l'heure. Hop.
Ah, petit problème. Non, toujours pas. Bah, décidément. Bon, on va faire autrement. Hop, voilà. J'avais dit 10 outils, je pense que je dois pas en être très loin. Franchement, j'ai dû vraiment tailler dans la masse bah voilà, pour vous en présenter une petite dizaine. Il y en a énormément d'autres, notamment si vous allez sur le Google de Google Container Tool, vous allez retrouver des outils que j'avais envie de vous présenter, mais voilà, où j'avais pas forcément le temps de le faire, comme Jib, comme Scaffold, voilà, qui vont vraiment aussi continuer à optimiser et à réduire justement cette inner loop pour déployer très facilement dans un cluster Kubernetes. Cloud Code, qui a été annoncé à Next il y a, je sais pas, un peu moins d'un mois, qui va faire un peu la même chose que Squash, mais qui va être vraiment intégré avec l'écosystème Google. Voilà, kubectl diff, qui va vous permettre de faire du diff entre ce que vous avez en local aussi et ce qui va être tourné dans le cluster, donc qui va être là pour le coup, qui est une fonctionnalité qui va être native, ou qui est native je crois dans la 1.14, ou qui sera native dans la 1.15, bref, je sais plus. Crew qui est le package manager, donc maintenant vous pouvez très facilement développer et déployer vos plugins pour kubectl. Donc là, vous allez voir une armée de plugins qui vont débarquer. Donc la commande kubectl était déjà, enfin, elle était assez facile à comprendre. Là, vous allez avoir plein de fonctionnalités qui vont être rajoutées, donc je vous invite à suivre un peu ce qui va se faire au niveau des plugins. Et donc le petit dernier pour ceux qui sont anti-Helm, Customize, qui a été intégré donc nativement qui a été intégré nativement dans la 1.13, non, 1.14. Donc qui vous permet d'arrêter de faire du Helm et de vous débarrasser du tiller, en tout cas du Helm V2, et d'avoir vraiment une autre approche plus orientée GitOps pour la partie développement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.